Décarboner la tech, on fait comment? La question, je vais la poser à Léa Goldfarb, qui est une ancienne membre scientifique senior de l'unité de soutien technique au GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur le climat. Vous avez rejoint en 2022 une start-up, une scale-up même française, Plateforme SH. C'est une plateforme de cloud, d'hébergement d'applications web. Vous êtes responsable environnement d'impact pour la plateforme SH. Voilà, pour la plateforme SH. Et avec vous, pour discuter de ce sujet de décarboner la tech, Julien Rouzet, cofondateur de Soft, entreprise qui fait justement ce pari de la décarbonation de l'IT. Vous proposez à vos clients de les accompagner dans une gestion respectueuse de leurs usages numériques. Et pour ça, vous installez des sondes, en fait, qui permettent de mesurer où sont les dépenses énergétiques. Oui, plus exactement, il y a une partie effectivement agent de collecte qui peut être acceptée par une certaine typologie de clients, et pour certains autres clients, on va avoir d'autres besoins plutôt de connecteurs. C'est tout simplement parce que ce seront souvent des clients qui sont déjà équipés, donc nous on va venir. C'est vraiment le but, c'est de s'intégrer dans un écosystème de la façon la plus fluide possible. Mais c'est d'aller voir où je dépense le plus dans tout mon écosystème IT. Exactement. Et un des maîtres mots de Soft, c'est vraiment le pragmatisme. C'est arriver à la granularité la plus fine pour en définir les meilleures orientations de décarbonation. Alors, est resté aussi avec nous autour de la table Philippe Cassoula, le cofondateur de Talent, auteur de Métavers NFT décrypter le nouveau monde, dont on a parlé tout à l'heure. Quand vous avez entendu comme ça parler de ces futurs d'Internet, les métavers, la question environnementale, elle vous est apparue évidente, j'imagine. Est-ce que ça vous inquiète ? Juste une petite précision au début. J'ai commencé à la plateforme cette année et avant, j'ai travaillé à l'appui scientifique du GIEC. Je n'étais pas un auteur, juste pour une précision. Ah, d'accord. Ouais. Et bon, moi, je suis attachée à la nature et de notre monde aussi. Je vois que la partie numérique, ça attire pas mal de monde et je préfère que des gens voyage dans le métavers que de partir en groupe, par exemple, à Rio de Janeiro et de rencontrer des gens qui ont aussi des masques à Rio. Donc, je pense qu'il y a une opportunité là et que la digitalisation était un des moyens qui était mentionné par le GIEC comme un voie transformative pour l'avenir. Donc, je pense qu'on va vers la digitalisation. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, la tech, c'est une urgence climatique ? Oui, effectivement, aujourd'hui, ça représente 4% des émissions globales. À titre d'exemple, la France, c'est 1% des émissions. Donc, si on mettait un classement du numérique, ça serait peut-être le 4e ou 5e pays au monde. Donc, il y a une urgence parce que c'est un des facteurs de pollution qui augmente le plus de fait des nouvelles pratiques, du fait de post-Covid. Et c'est quelque chose, c'est comment faire devenir l'intangible tangible quelque part. Donc oui, il y a une véritable urgence dans la façon d'appréhender aujourd'hui le numérique dans nos habitudes quotidiennes. Léa aussi, vous diriez que c'est une urgence climatique, la tech ? Absolument. Donc la tech représente à peu près la même quantité de gaz à effet de serre que l'aviation. Donc, comme Julien a dit, en pleine croissance. Et donc, le choix qu'on fait aujourd'hui va avoir un impact majeur pour l'avenir. Ça, c'est sûr. Alors, je disais que se préparer au métavers, c'était important d'essayer de comprendre ce qui se passe. De la même façon, mesurer nos émissions de dioxyde de carbone, c'est important de savoir ce qu'on fait, ce qu'on produit, quel est notre niveau de responsabilité. Où est-ce qu'elle est la difficulté aujourd'hui, justement, pour cette mesure ? Aujourd'hui, quand on s'adresse exclusivement à des entreprises, donc c'est ce qu'on appelle du B2B, on propose donc une plateforme SaaS pour ces fameux DSI. Donc nous, on s'oriente uniquement vers donc la verticale IT des entreprises. Aujourd'hui, ce dont on se rend compte, c'est que les DSI sont réellement dépourvus de solutions aujourd'hui. Il n'y a pas de solution, il n'y a pas de compétences en interne réellement, il n'y a pas forcément de méthode. Et puis, on est en face à une chaîne de valeur extrêmement fragmentée. Aujourd'hui, on parle du cloud, on parle des équipements, on parle de l'électricité consommée. Demain, on parlera potentiellement du metaverse. Donc, on arrive à des situations où c'est un environnement très évolutif et très complexe à reconstituer. Donc, nous, c'est notre première mission aujourd'hui. Est-ce que vous avez l'impression que ça bouge quand même sur ce sujet ? Absolument. Je pense que la partie tech, avec leurs investissements dans les énergies renouvelables, a vraiment donné un avenir climatique beaucoup plus positif qu'il y a 20 ans. Ils ont utilisé ce qu'on appelle des Power Purchase Agreements, PPA, et ça a vraiment changé la donne et le prix de l'électricité.
Et dans le cloud, c'est vraiment une histoire d'électricité et CO2. Donc, on sait, pour l'avenir, il faut réduire, il faut éviter aussi le CO2 pour arriver à nos buts net zéro et aussi tous les buts qui étaient décrits au COP qui vient de finir. Plateforme SH, il y a un siège social à Paris, mais vous avez aussi une présence à San Francisco. Est-ce qu'il y a des approches similaires? Donc ça, c'est une question intéressante. Nous sommes une boîte presque 100% remote. Nous sommes presque 400 dans le monde. On a des présences, on fait dans presque 40 pays et on travaille en remote. Donc, c'est aussi un modèle qui était cité par le GIEC. Alors, quand vous faites des séminaires, là, ça coûte cher en avion, là. Donc, on fait pas mal de réunions. On vient d'avoir qu'est-ce qu'on appelle un all hands. Donc, tout le monde, on fait 2 FISO, 2 réunions. Tout en visio. Et tout est visio. OK. Ma question portait sur est-ce que la Silicon Valley, finalement, est plus en avance que nous sur cette question de la décarbonation de la tech? Bon, je pense qu'en fait, la Californie est assez similaire avec l'Europe et les réglementations. D'accord. Mais quand même, des meneurs de jeu, c'est les Européens. OK. Il y a aussi la question de décarboner, mais comment est-ce qu'on ne va pas trop carboner déjà à l'origine? Est-ce que vous pouvez apporter des solutions là-dessus? Prendre le problème à la source, finalement. Donc, c'est un peu ce que carboner moins. Exactement, c'est ce que précisait Léa. En écologie, il y a 3 règles principales. C'est soit on évite d'émettre du CO2, soit on réduit les émissions actuelles, soit on compense. Aujourd'hui, chez Soft, par exemple, le pilier de la compensation, c'est pas quelque chose sur lequel on se focalise réellement parce que on voit ça un peu comme le principe du pollueur-payeur, si vous voulez. D'accord. Donc ça va un peu démocratiser l'écologie et aussi, on va dire, alléger un peu le poids moral qu'on peut avoir sur la pollution qu'on peut émettre. Donc nous, on va vraiment se concentrer sur l'aspect éviter et réduire. C'est très important. Mais une fois que vous l'avez mesurée, c'est trop tard. Elle est là, la pollution. Donc ça donne, on va dire, alors pardon du terme anglais, mais ça donne une baseline. Donc on a un état de départ qui va nous aider à progresser, en fait. Tout ce qui est le plus important, en fait, en écologie aussi, c'est d'avoir ce point de départ et d'avoir sa trajectoire de décarbonation. C'est comme ça qu'on... Et on peut l'automatiser ? On peut l'automatiser, tout à fait. Alors, aujourd'hui, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais on peut déjà fournir des informations qui permettent de passer à l'action, qui permettent de prendre des décisions en âme et conscience avec les bonnes informations, avec les bonnes projections, les bonnes simulations. Et demain, l'objectif, en tout cas, nous, que l'on poursuit, c'est d'automatiser cette décarbonation. Donnez-nous un exemple très concret, alors. Je vais vous donner un exemple très concret. Aujourd'hui, on a l'un de nos clients qui a son data center basé à Francfort. Francfort, énergie très carbonée. Très carbonée, donc, oui. Parce que alimentée par des centrales à charbon, pour l'électricité évidemment. On a fait une simulation pour ce dit client de passer donc de Francfort, de passer ces données de Francfort à Marseille, en France. Et donc, ne serait-ce que le gain sur le mix énergétique du pays, on divise par 6 donc les émissions carbone liées à les activités cloud de ce client. Est-ce que vous pensez quand même que ces préoccupations écologiques peuvent générer un ralentissement de la croissance du secteur numérique technologique? Qu'on peut retarder l'arrivée des métavers à cause de ces préoccupations écologiques? Bon, je pense que c'est Jean-Marc Jancovici qui est déjà passé sur ce plateau qui a dit ça. Mais je pense qu'aussi, il y a une possibilité de faire des jonctions entre le PIB et les impacts de CO2. Mais ça reste vraiment dans le prix de l'énergie. C'est une question de prix de l'énergie. C'est plus une question de coût, finalement, vous nous dites, que de conscience écologique. Je pense que le tech va être moins impacté que les activités pétrolières, mais bon... Mais justement, combien ça coûte de décarboner, mais combien ça coûte de ne rien faire aussi? Est-ce qu'on sait mesurer ça? Nous, le parti pris que l'on a et la croyance profonde que l'on a, c'est que la décarbonation, ou en tout cas l'écologie, va amener à une certaine sobriété. C'est un terme qui est relativement à la mode aujourd'hui. Et la sobriété génère donc des économies. Quelque part, faire de l'écologie, c'est être plus efficace, plus sobre. Et sobriété, c'est pas un terme morne non plus. Ça veut dire vraiment optimiser l'utilisation de ses énergies, de son numérique, etc. Donc on fait des économies. Et pour nous, on pense qu'on doit avoir une stratégie dans le cloud. Déjà, le cloud, utilise moins de ressources que des serveurs qui tournent sur site. Mais nous, on a une stratégie mode. Mesurer, que je pense tout le monde a déjà évoqué ce sujet,
optimiser. Ça, c'est le déploiement dans le cloud, d'avoir une solution. Nous, on a une orchestration qui est 12 fois moins énergivore qu'un déploiement classique avec AWS. Et optimiser le code. Donc, utiliser un type de, en anglais, c'est APM. Donc, on regarde la performance du code et on optimise, on identifie quelle partie du code utiliser le plus de ressources. Très compliqué, ça, d'optimiser le code, enfin de le nettoyer. On a un outil, le Backfire, qui est très visuel pour les développeurs. Donc, on est spécialiste pour ça. Et l'autre partie, c'est le déploiement sur des centres de données vertes. Ça, c'est très, très important pour la question de réseau électrique qui soutient le centre de données. On voit les premières annonces, en tout cas, hein, de décarbonation, d'objectifs net zéro. Pour autant, c'est quand même pas la seule problématique de pollution hein, quand on parle de la tech. Absolument. Est-ce que ça reste un bon marqueur ? Je pense que c'est important de prise en conscience. Avec notre stratégie mode, la dernière partie, c'est la partie E, éduquer, s'éduquer. Et on dit ça avec humilité. Il faut savoir quel outil on utilise, comment de recycler, comment d'optimiser, de réduire les impacts environnementaux. Mais partie cloud, juste d'éviter la partie mesurée, il y a des audits de carbone qui sont faits par un tiers. Je conseille pour toutes les entreprises de faire ça et bientôt ça va être obligatoire dans les années qui arrivent. Et ils donnent le scope. Quelle partie de pollution numérique vous êtes responsable pour et de prendre responsabilité là? Parce que, alors, c'est l'ONU qui nous dit que nos déchets électroniques sont 1,5 fois plus polluants que l'aviation civile. Ça, c'est un sujet encore plus complexe. Je dirais presque le net zéro, ce n'est pas la partie la plus simple finalement à traiter. C'est une question même très intéressante qui est souvent éludée dans le numérique responsable parce que très compliquée à canaliser. Aujourd'hui, on estime qu'à peu près moins de 20% des déchets électroniques sont collectés. Ouais. Et une fois sur un plateau, j'avais entendu une analogie assez intéressante pour comprendre la complexité de ce flux aval du numérique, qui était de dire, faites un gâteau au chocolat avec des œufs, de la farine, du beurre, etc. Faites-le cuire. Et une fois que vous l'avez fait cuire, vous le retirez du four et vous devez reséparer à nouveau les éléments. Donc ressortir la farine, le beurre, etc. de manière intacte. Et c'est un peu ce qui se passe en fait dans le numérique et dans les appareils qu'on utilise, parce qu'aujourd'hui il faut savoir que 78% de la pollution numérique en France est liée à la fabrication des terminaux, ordinateurs, téléphones, tablettes, etc. Donc là l'objectif c'est vraiment d'être... parce que donc, ces équipements sont vraiment... on utilise des métaux rares et des métaux différents et qui sont très imbriqués et donc très difficiles à réexploiter une fois la fin de vie. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? La réglementation déjà va y être pour beaucoup. Aujourd'hui, on a vu la semaine dernière la constitution d'un haut comité national pour le numérique responsable géré par donc, le ministre de la Transition écologique et par le ministre délégué au numérique. Donc ça, c'est des choses qui avancent. Comme le disait Léa, la France est un des pays pionniers en termes de numérique responsable. Il y a une loi qui a été promulguée l'année dernière aussi, qui s'appelle la loi Rennes, qui vise aussi à demander à toutes les collectivités territoriales de plus de 50 000 habitants d'avoir une stratégie numérique responsable dans les années qui viennent. Et c'est très tôt, hein, les premières... C'est même pas contraignant, on leur demande juste d'avoir une stratégie. Et aujourd'hui, je m'étais fait écho d'une étude en avant-première sur le fait que les collectivités ne connaissaient même pas cette loi Rennes. Alors nous, on répond à beaucoup d'appels d'offres liés à ça, justement. L'avantage du Haut Comité et de la loi, c'est qu'il y a vraiment une structure juridique qui est en train de se mettre en place, une structure réglementaire qui va suivre l'application de la loi. Donc il y a vraiment une volonté d'aller de l'avant sur ce sujet-là. Vous pensez que les politiques publiques, la régulation, c'est ce qu'il va y avoir de plus efficace finalement pour travailler ce sujet ? Je pense que c'est important, mais le voie d'éducation, comme vous avez évoqué, c'est très, très important. On doit commencer déjà dans des écoles, d'enseigner des enjeux sur le changement climatique. Tout ce qu'on doit apprendre à nos enfants, c'est terrible. Oui, mais après, des lois sont en train de changer. Il y a des éléments de le Green Deal qui arrivent, qui tombent. On vient d'avoir un pour préparer pour le COP. L'Europe a rehaussé leurs ambitions pour le Green Deal. Avant, c'était réduction de 55% des gaz à effet de serre pour 2030. Maintenant, c'est 57%. Et les entreprises doivent suivre toutes les réglementations qui tombent là. Et alors là, parce que c'est aussi le top départ de la Coupe du Monde, là, c'était hier. Alors, je ne sais pas, avantage, inconvénient du fait que ça se passe aussi loin, sans parler des polémiques autour du Qatar.
Au-delà de la Finalement, il y a moins de déplacements. Au-delà même de la distance, parce que c'est normal que la Coupe du Monde soit distribuée sur l'ensemble de la planète, c'est plus par rapport à la problématique de climat, la problématique d'infrastructure aussi. C'est-à-dire qu'on a dû construire énormément de stades pour ce pays-là, pour cet événement-là, et notamment des stades climatisés. On arrive à des inepties assez conséquentes. Et puis bon, on va dire, dans la mécanique de cette Coupe du Monde green, comme ils l'appellent, c'était de compenser énormément. Et aujourd'hui, ils ont dû, je pense, dépenser peut-être 10% du budget de compensation qu'ils avaient prévu. Donc, il y a pas mal de choses qui me laissent assez dubitatif. Je pensais qu'il y avait un endroit de faire un monde métavers. C'était pour vivre au premier rang de la Coupe du Monde, de mettre des casques et voir ça comme ça. Est-ce que c'est une préoccupation qui est vraiment présente aujourd'hui chez vos clients que vous conseillez sur justement l'innovation? Vous leur dites que vous pouvez vous transformer par les technos. OK. Mais qu'est-ce qu'on fait de cette question éco-responsable? Elle est présente dans l'esprit de tous nos clients. Elle est présente d'ailleurs quand je parlais du métavers, ça sera aussi un filtre pour pouvoir sélectionner les usages qui seront vertueux et qui amèneront quelque chose. On ne va pas faire un métavers pour acheter un paquet de pâtes, ça serait une ineptie en termes d'impact écologique, d'impact environnemental. Et pourtant, c'est ce qui arrive aujourd'hui. C'est-à-dire, enfin, j'exagère un peu, mais avec le e-commerce, on peut passer une commande pour un paquet de pâtes et se le faire livrer dès le lendemain. C'est vrai, et ça existe déjà, et on va essayer justement nous, c'est ce qu'on essaye de faire comprendre à nos clients, qu'il faut regarder les deux côtés de l'équation. D'abord, c'est ce que l'on dépense, mais c'est ce que ça va nous faire économiser. Et effectivement, en déplacement et autres, il y a des choses qui peuvent aussi générer des économies sur des impacts environnementaux. Et de toute façon, de plus en plus de clients nous posent cette question-là, c'est aidez-nous à aller vers la frugalité, aidez-nous à être meilleurs sur notre bilan carbone, notamment dans l'utilisation des données, notamment avec tout ce qui se passe dans les data centers. Donc oui, c'est dans l'esprit de tous nos clients, c'est incontournable aussi, c'est aussi inéluctable. Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, ce qui est enclenché comme mouvement pour un numérique moins carboné va dans la bonne direction? Est-ce qu'on a pris vraiment la mesure de l'importance? Bon, je pensais qu'il y a deux choses. Il y a la question de priorité et de vitesse. Donc, il faut vraiment réagir dans les endroits où on peut avoir le plus d'impact. Par exemple, de changer un centre de données et de mettre ça dans un pays où le réseau est beaucoup moins polluant, c'est quelque chose qu'on peut faire tout de suite et avoir des économies massives. C'est-à-dire en France, en fait. Voilà, par exemple. C'est bas carbone, c'est sûr. Donc, et après, c'est la rapidité. On doit faire ces changements. Donc là, on doit changer tout. Dans 7 ans, on doit réduire par plus que 50% de nos gaz à effet de serre dans 7 ans. Donc on ne sait pas comment on va y arriver. Hein. C'est vraiment une question d'une échelle de révolution industrielle, mais à la vitesse de la révolution digitale. Ouais. Et on y va tout de suite là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour accélérer, décarboner la tech? Qu'est-ce qu'il faut absolument changer maintenant? Il y a pas mal d'éléments. Vous les voyez là, tous ces usages très dispendieux en énergie, sur lesquels on peut avoir une action assez rapide? Il y a une chose importante à rappeler, c'est le chiffre que je donnais tout à l'heure, c'est vraiment les équipements. Aujourd'hui, la fabrication, en fait, ce qui va favoriser, on va dire, l'industrie minière notamment, qui est extrêmement polluante, comme vous pouvez le savoir déjà. Donc, c'est garder, prolonger le plus longtemps ces équipements, donc que ce soit ces ordinateurs, ces téléphones, etc. Ne pas se suréquiper. Acheter, reconditionner. Déjà, avec ce genre d'activité, ce genre d'action, on a un vrai... Mais alors, à contrario, on me donne le discours inverse en me disant, bah oui, mais si on garde de vieux équipements, ils vont consommer plus d'énergie, il vaut mieux prendre des équipements plus optimisés. Compliqué de s'y retrouver dans les recommandations. Hein. Là, encore une fois, c'est une histoire d'ordre de grandeur, finalement. L'électricité qui sera consommée par un smartphone versus l'impact qu'il a eu à la fabrication et à son extraction, il n'a pas de commune mesure. C'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre juste l'indication carbone, hein. Vraiment, il faut prendre l'ensemble de la pollution des techs. Absolument. Voilà. Merci beaucoup. Vous avez peut-être une question pour nos experts? Non, j'ai une question, mais je trouve que moi je suis peut-être optimiste, mais je trouve que la jeune génération, elle est extrêmement sensibilisée sur ces aspects-là. Et je vois tous les jeunes qu'on embauche aujourd'hui, ils nous posent la question de qu'est-ce qu'on fait, nous, dans ce domaine-là. Et tous chez nous sont formés à la fresque du climat, tous. Donc je pense qu'il y a aussi une prise de conscience dans nos entreprises, dans nos métiers. Puis je crois aussi à l'innovation technologique.
technologique, elle a pris en compte cette dimension frugale. On voit les dernières innovations dans le domaine de la blockchain font qu'on est passé à une réduction de 90% de la consommation électrique sur les nouveaux protocoles. Donc moi je suis un petit peu optimiste, mais je pense qu'il y a une génération qui est ultra sensibilisée et puis que l'innovation technologique va essayer d'améliorer aussi. Et puis d'être optimiste, ça permet d'agir, hein, parce que sinon on ne fait plus rien. Merci beaucoup à Philippe Cassoula de Talent, Léa Goldfarb de Plateforme SH et Julien Rouzet de Soft. Juste après la pause, on part un peu prendre l'air dans la nature avec notre chronique sur le biomimétisme.